Bonjour Stéphane Charlot, vous êtes astrophysicien, vous nous accueillez aujourd'hui à l'Institut d'astrophysique de Paris où vous êtes directeur de recherche et surtout nous allons parler ensemble du télescope géant James Webb qui est représenté derrière vous et vous allez d'abord nous dire quel est votre titre exact dans l'Agence spatiale européenne pour parler pour vous en liaison avec ce télescope, pardon. Oui, bonjour Hélène Brun, donc c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. En fait, je suis membre français de l'équipe scientifique associée au projet du télescope James Webb à l'Agence spatiale européenne. Et donc, je vais donc vous présenter en quelques mots ce projet pour commencer, qui est tout simplement le plus grand et le plus complexe télescope jamais réalisé par l'humanité. C'est un projet pharaonique donc, sur lequel ont travaillé près de 10 000 personnes pendant près de 30 ans dans de nombreux pays. Et donc, à ce titre, il fait partie du patrimoine de l'humanité. Et je ne sais pas si vous entendez un peu de bruit derrière moi, il y a des travaux à l'Institut d'astrophysique de Pour le Paris. moment, non. Pour le D'accord. moment, non. Et S'il y a un donc, peu de bruit, on s'interrompra et on reprendra, c'est pas grave. d'accord, très bien. Donc, je vous laisse me le signaler parce que je ne sais pas ce qui arrivera à bloquer mon D'accord. micro ou Je pas. vous dirai si on n'entend pas bien, on fera une petite courte pause qu'on ne pourra pas couper au montage, mais tant pis. D'accord, On y d'accord. va. Très bien. Et donc ce télescope nous appartient à tous et nous permettra de franchir un nouveau pas significatif dans notre exploration de l'univers. Et donc, pour bien comprendre les motivations qui ont conduit à ce projet de télescope, il faut se replacer dans le contexte des années 90 avec le lancement d'un autre grand télescope spatial, le télescope Hubble, dont vous avez sans doute entendu parler, et Oui. qui, à l'époque, a été utilisé pour explorer notre univers. Et donc, ce qui a été décidé euh, euh, fut de pointer le télescope sur un endroit le plus vite possible du ciel, donc dépourvu de toute étoile brillante, de toute nébuleuse, de toute galaxie, et donc de poser pendant un temps inconsidérable de plusieurs jours sur ce ciel noir. Et là, le résultat fut époustouflant, dans le sens que dans cet endroit apparemment vide du ciel de moins de 2% de la surface de la Lune, la sensibilité du télescope Hubble a permis de révéler la présence de milliers et de milliers de galaxies aussi loin que l'on puisse voir dans le passé. Car vous savez sans doute, mais les télescopes sont des machines à remonter le temps, parce que même si la lumière voyage très rapidement, les distances à l'échelle de l'univers sont si grandes qu'il faut des milliards d'années pour que la lumière nous parvienne des galaxies les plus lointaines. Et les images que nous recevons aujourd'hui de ces galaxies donc, renvoient l'apparence qu'elles avaient lorsqu'elles ont émis cette lumière, c'est-à-dire il y a des milliards d'années, quand l'univers était plus jeune, et ce sont donc des images du passé. Et donc, cette image très profonde du ciel qui a été prise par le télescope Hubble à l'époque a révélé qu'aussi loin que l'on puisse voir dans le passé, il y avait déjà les ancêtres des galaxies et donc qu'on ne voyait pas le commencement de la formation de ces galaxies. Mais c'est là qu'il faut réaliser que le télescope Hubble a une limite à ce qu'il peut voir, car il ne peut voir essentiellement que la lumière ultraviolette est visible et très peu dans l'infrarouge. Or, du fait de l'expansion de l'univers, les galaxies s'éloignent les unes des autres, et donc la lumière qui nous parvient d'autres galaxies est étirée. Un peu de la même manière que la tonalité de la sirène d'une ambulance baisse lorsque le véhicule s'éloigne, la lumière qui nous parvient d'une galaxie qui s'éloigne de nous est étirée, et comme les longueurs d'onde plus grandes sont plus rouges que les courtes longueurs d'onde, on parle de décalage de la lumière vers le rouge. Et pour les galaxies qui sont les plus lointaines de nous, la lumière qui nous parvient est tellement étirée vers le rouge qu'en fait, elle sort du domaine visible accessible au télescope Hubble. En fait, ces galaxies ne peuvent être observées que dans l'infrarouge. Et c'est là un des arguments physiques principaux à l'origine de la conception de ce télescope James Webb, qui est qu'il fallait un télescope capable de voir dans l'infrarouge, qui soit aussi plus grand et plus sensible que le télescope Hubble pour nous permettre d'observer la naissance des toutes premières galaxies aux confins de l'univers. Et en fait, on peut dire que le télescope Hubble avait permis de remonter jusqu'à l'adolescence des galaxies, à une époque où l'univers qui a aujourd'hui 13,8 milliards d'années en avait déjà 4 ou 500 millions. Et en fait, on ne peut pas extrapoler sur ce qui s'est passé avant, pendant les premiers 4 ou 500 millions d'existence de l'univers,
et deviner comment sont apparues les premières bribes de galaxies, ces premières étoiles qui ont sorti l'univers de l'obscurité. Et c'est là que le télescope James Webb va enfin pouvoir nous permettre d'écrire cette première page de l'histoire de l'évolution des galaxies, en nous permettant d'observer directement les tout premiers objets qui ont porté la lumière au cosmos, et donc une sorte d'aube cosmique, en quelque sorte. Mais pour arriver à ce résultat, en fait, il faut que un télescope qui soit totalement de l'ordinaire, un télescope hors norme. Et il faut qu'il soit spatial tout d'abord, parce que sur Terre, notre atmosphère absorbe la plupart de la lumière infrarouge qui nous provient de l'espace. Ensuite aussi parce que sur Terre, il est très difficile de corriger le rayonnement infrarouge parasite qui est émis par la chaleur même du télescope et de ses instruments, et donc qui noie le signal de source astronomique aussi faible que les galaxies primitives. Et donc, il convenait donc d'installer ce télescope au-dessus de l'atmosphère, dans la froideur de l'espace. Et pour qu'il ait la sensibilité souhaitée, il fallait que son miroir soit aussi très grand, au moins 6 ou 7 mètres de diamètre, et donc c'est déjà plus grand que la largeur du carénage d'une fusée Ariane 5. Et donc, de manière étonnante, donc, une bonne partie de la conception du télescope James Webb a consisté à savoir comment faire un télescope pliable, et donc c'est là qu'on a opté pour cette structure emblématique que vous voyez derrière moi de miroir en structure de nid d'abeille, fait de 18 segments hexagonaux indépendants, et dont on pouvait rabattre les côtés de manière à ce qu'ils puissent rentrer dans la fusée avant d'être une fois dans l'espace déployé et fonctionner comme un seul grand miroir. Pardon, le miroir qu'on voit derrière vous, c'est la chose jaune c'est qui est ça, tout à fait. verticale. Oui, c'est ça, c'est ce chose-là, et vous voyez les 18 segments hexagonaux D'accord. miroirs qui sont donc représentés là. Mais il ne suffit pas justement d'aller juste au-dessus de l'atmosphère pour pouvoir observer tranquillement dans l'infrarouge, en fait, parce que une fois que vous êtes là-haut, le rayonnement infrarouge du Soleil, celui de la Terre et celui de la Lune même, produisent une émission parasite qui interfère avec le signal des galaxies très, très lointaines et très peu lumineuses que nous essayons de découvrir. Et, euh, et donc, c'est là qu'il a été décidé de placer ce télescope en orbite autour d'un point particulier de l'espace situé sur l'axe Soleil-Terre à une distance 4 fois plus loin que la Lune par rapport à la Terre dans la direction opposée du Soleil, et qui est un endroit où la gravité de la Terre et celle du Soleil se combinent pour faire un point relativement stable qui suit la trajectoire du Soleil autour de la Terre tous les 365 jours. Et donc, en allant là-bas et en plaçant au dos du télescope un grand pare-soleil, on arrive à bloquer à la fois la lumière du Soleil, de la Terre et de la Lune, ce qui permet au télescope de ne pas être brouillé par ce signal parasite. Et alors, en pratique, ce pare-soleil que vous voyez donc ici, c'est ce grand pare-soleil qui est là, Ah, OK. qui fait la taille d'un court de tennis, en fait, a dû être plié, bien sûr, pour rentrer dans la fusée et avant d'être redéployé une fois dans l'espace. Donc voilà en quelques mots comment je présenterai ce projet du télescope spatial James Webb. C'est très clair et ça aiguise beaucoup notre curiosité. Alors, est-ce qu'on a déjà pu regarder les choses de l'enfance de l'univers grâce à ce télescope, ou est-ce que ça commence seulement? Parce que je crois qu'il a été lancé il y a très peu de temps. Oui, tout à fait. En fait, on a vu très peu de choses jusqu'à présent. Il a été lancé le 25 décembre dernier. Et depuis, Pour Noël. le Vous jour de l'avez Noël. fait exprès? Exactement. Oui, Ou c'est une heureuse coïncidence? tout à fait. Non, non, il devait être lancé le 16, puis le 20, et puis le 21, le 22, et puis finalement le 25. Parce qu'à chaque fois, Donc il y c'est a les... bien de voir un bébé, le bébé univers, le jour où il y a un bébé Ah, tout qui à est fait, né. non. Je pense que c'était vraiment un magnifique cadeau de Noël, ce lancement. Et qui a été à la minute près à 1h20, il était prévu à 1h20 de l'après-midi, heure française, et donc ça s'est passé comme prévu. Et, euh, et donc, en fait, et depuis, il a vu très peu de choses, en fait, parce il a fallu déjà un mois, donc jusqu'à fin janvier, pour déployer ces différents éléments, ce qui s'est passé sans problème, et arriver à ce point particulier de l'espace autour duquel il est maintenant en orbite. Et depuis janvier, il a commencé à aligner très méticuleusement les 18 segments de son miroir de manière à ce qu'il puisse fonctionner comme un seul grand miroir. Et en fait, pour cela, il s'est mis à fixer une étoile dans la constellation de la Grande Ourse. Et on a pu voir les premiers photons de cette étoile se frayer un chemin à travers l'ensemble du télescope pour atterrir sur la caméra infrarouge. Et donc, cette étape importante a été franchie il y a environ 15 jours.
et elle a confirmé que le télescope est bien fonctionnel. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est une collection de 18 points lumineux flous projetés en différents endroits d'une image. En fait, parce que chaque segment du miroir a renvoyé sa propre image de l'étoile. Et il va falloir Ah, maintenant… excusez-moi, c'est un peu comme les yeux d'une mouche. Oui, c'est ça, tout à fait. Chaque segment, oui, c'est… Voilà. Sauf que Donc, pour l'instant… et là, à la place du cerveau de la mouche qui en fait une seule image, c'est vous qui allez en faire une seule image. Exactement, tout à fait. Et là, de la manière donc il va falloir jusqu'au mois d'avril pour arriver à ce point d'en faire une seule image. Parce qu'il va falloir effectuer des ajustements microscopiques du miroir, en fait, pratiquement à la vitesse où l'herbe pousse, et de manière à rassembler cette collection de 18 points lumineux flous en l'image focalisée d'une seule étoile. Et pour vous donner une idée, en fait, si le miroir du télescope James Webb, ce grand miroir, avait la taille de la France, en fait, chaque segment aurait à peu près la taille de la région PACA, et il faudrait ajuster la hauteur de ces différents segments, la taille de la région PACA, les uns par rapport aux autres, avec une précision de moins de 2 mm. Donc, c'est pour vous dire la précision à laquelle il faut travailler. Donc, et ça explique le temps qu'il va falloir pour arriver jusqu'à ce point. Et en parallèle, donc, il va falloir aussi euh, 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 mettre les instruments scientifiques en service. Il y a 4 instruments scientifiques à bord, et donc en particulier cette caméra infrarouge ultra sensible, hein, qui est capable de capter la chaleur émise par un bourdon à la distance de la Lune par rapport au télescope, c'est-à-dire à près de 400 000 km. Il y a aussi des spectrographes qui permettent de décomposer la lumière infrarouge, un peu de la même manière que les gouttes d'eau décompose la lumière du soleil pour former un arc-en-ciel. Et cette décomposition à la lumière infrarouge fournit une mine d'informations scientifiques sur la nature et la composition des objets. Et pendant tout ce temps, donc, de la mise en service du télescope, qui devrait durer en tout avec la focalisation du miroir plus la mise en route des instruments jusqu'au mois de juin, en fait, les images qui seront recueillies ne seront pas de jolies images, en fait. Comme les nouvelles vues de l'univers que nous attendons à découvrir plus tard cet été, seront des images qui serviront uniquement à préparer le télescope pour la science. Et donc là, je pense que dans ce contexte, c'est peut-être plus intéressant de parler un petit peu des découvertes qu'on espère faire, hein, avec le télescope une fois qu'il sera opérationnel. Et donc, Alors, allons-y. alors allons-y. C'est Donc, ce qu'on espère. voilà, ce qu'on espère exactement, en croisant les doigts. Il y a tout d'abord ce pourquoi il a été imaginé au départ, c'est-à-dire l'observation de l'illumination originelle de notre univers par les étoiles primitives. En fait, on s'attend que ces étoiles, premières étoiles après le Big Bang, soient composées essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Euh, elles représentent le Graal de l'astronomie, vraiment les tout premiers objets brillants de l'univers, et avant que les premières générations de supernovae ne forgent d'éléments plus lourds. Et en fait, il y a des choses curieuses, hein, qui se passent, et en particulier le fait que, à la limite de ce qu'a pu voir le télescope Hubble, il y a ce qu'on appelle des quasars, c'est-à-dire des centres super brillants de galaxies alimentées par des trous noirs supermassifs qui semblent révéler des milieux déjà enrichis en éléments lourds. Et donc, c'est assez difficile à concevoir à des époques aussi reculées. Et donc, il y a des choses qui se passent très tôt dans l'univers primitif et que nous ne maîtrisons pas bien, et donc que nous espérons pouvoir comprendre une fois que nous pourrons observer avec le télescope. Et un autre domaine scientifique dans lequel le télescope va certainement faire de gros progrès, c'est un domaine qui est véritablement explosé un peu plus récemment, qui est celui de la recherche des planètes autour d'étoiles autres que notre propre Soleil, qu'on appelle aussi les exoplanètes. Et la première exoplanète, je crois, a été découverte en 1995, et au 1er janvier dernier, j'ai vérifié il n'y a pas longtemps, on avait déjà découvert près de 5000 exoplanètes. Donc, c'est un domaine en pleine expansion. Et donc, ce sont des planètes qui, en général, sont découvertes parce qu'il y a quelque chose de façon indirecte à travers l'effet que l'exoplanète a sur l'étoile que l'on observe. Ça peut être, par exemple, le fait que la gravité de la planète autour de l'étoile fait osciller l'étoile, mais plus communément, c'est en observant des étoiles, on peut voir une diminution momentanée de la luminosité de l'étoile qui indique une planète en orbite autour d'elle passe, voilà, entre nous et le télescope, entre l'étoile et le télescope, et donc occulte l'étoile. Et ce qu'ont révélé, par exemple, ces observations de nombreuses exoplanètes, c'est que notre système solaire semble être atypique, hein, dans le sens que le type de planète le plus courant dans notre galaxie est d'une taille que nous n'avons pas.
quelque chose d'intermédiaire entre les planètes rocheuses comme Mercure, Vénus, Terre, Mars, et les planètes géantes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc les planétologues ne comprennent pas encore l'origine de cet excédent de planètes de taille intermédiaire. Mais toujours est-il que sur la base de ce qu'on sait aujourd'hui sur les planètes extrasolaires, les spécialistes, dont je ne fais pas partie, pensent que notre galaxie héberge des milliards de planètes rocheuses et aqueuses, et donc similaires, apparentées à la Terre, disons, potentiellement, disons, et donc ce qui laisse à penser que la vie pourrait elle aussi être répandue. Mais bien entendu, il faut absolument dire que tant que nous ne découvrons pas des preuves de vie sur notre planète, il est tout à fait possible que l'apparition de la vie sur Terre soit le fruit du hasard et que nous soyons seuls. Et c'est là que le télescope James Webb pourrait jouer un rôle, en fait, parce qu'il va permettre, il est assez puissant pour sonder les atmosphères et les climats d'autres terres, en fait. Et l'objectif avoué, j'allais dire, est de trouver des gaz, des biosignatures, c'est-à-dire des gaz qui ne pourraient être présents dans l'atmosphère de la planète que grâce à la vie. En fait. Et la manière dont on espère pouvoir explorer cela, c'est que différentes molécules produisent des absorptions à des longueurs d'onde bien déterminées, en fait. Et ce qui fait qu'en observant donc une planète, une étoile avec une planète en orbite autour d'elle qui passe devant l'étoile, en fait, et en vérifiant à quelle longueur d'onde la lumière de l'étoile est atténuée lorsque la planète est devant, donc on peut en déduire quelles molécules sont présentes dans l'atmosphère de la planète pour en déduire quelles sont ces molécules qui absorbent la lumière de l'étoile. Voilà. Et donc la difficulté, c'est qu'en fait, il n'y a pas de gaz qui à lui seul soit biosignature. Alors, on pense souvent à l'oxygène, qui est un candidat évident, mais en fait, il se trouve que des simulations numériques montrent que l'oxygène peut remplir le ciel de planètes sans vie, en fait. Et donc, trouver de l'oxygène en soi ne serait pas une preuve de vie. De la même manière, dans notre atmosphère, le méthane est, est produit essentiellement par la vie, par les vaches essentiellement, mais par exemple, Neptune aussi, dans son atmosphère, a beaucoup de méthane, et pourtant il n'est pas produit par les vaches. Et donc, l'espoir, l'objectif avec le télescope James Webb, ce serait de trouver quelque part sur une planète une atmosphère avec une combinaison de différents gaz dans une configuration qui nous indique que ces gaz sont dans un état de déséquilibre qui ne pourrait être atteint que par l'intervention de la vie. En fait. Donc voilà, en gros, ce sont quelques découvertes espérées avec le télescope James Webb, mais je pense que ce qu'il faut dire surtout, c'est que ce télescope représente un énorme pas en avant dans l'exploration spatiale, en fait, et en cela, il va ouvrir la voie à des découvertes étonnantes. Et je pense que ce qu'on attend surtout de découvrir avec ce télescope, ce sont des choses que nous n'entendons pas justement et qui nous forcent à revoir notre vue sur l'univers, quelque chose qui nous surprenne complètement. Et donc, je pense que, étant donné que la nature a plus d'imagination que nous, il y a de fortes chances pour que cela se produise. Ah, c'est vraiment passionnant. Donc, découvrir l'espéré et découvrir surtout l'inattendu. Tout à fait, tout à fait. Donc, Vraiment, voilà. et pour ça, il faut des années, de la patience, des équipes, comme vous nous aviez dit, avec beaucoup de monde. Alors, dans ces équipes, comment est-ce que vous travaillez ensemble, la France et l'Europe? Qui est où? Quelle est la part de la France? Enfin, comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le projet du télescope James Webb a pu voir le jour grâce à un partenariat entre l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA, entre la NASA et l'Agence spatiale canadienne, et qui se sont donc partagés les tâches, et en particulier la conception et la réalisation des 4 instruments scientifiques à bord. Donc, dans ce partenariat, la contribution européenne, d'abord, a été sur 4 points, en particulier la conception et la réalisation d'un instrument scientifique majeur, c'est un spectrographe infrarouge, un bijou de technologie qui permettra de recueillir les spectres de plus d'une centaine de galaxies très lointaines à la fois, ce qui représente un gain immense quand on pense que pour recueillir le spectre d'une seule galaxie lointaine, il faut poser plus d'une trentaine d'heures. Et une autre contribution européenne a été la participation significative à la conception et la réalisation d'un autre
instrument scientifique qui lui permettra de recueillir des images et des spectres d'objets à des longueurs d'onde un petit peu plus lointaines en infrarouge, là où les émissions moléculaires sont les plus fortes pour les objets les plus froids, par exemple comme des planètes. Et en plus des contributions à ces deux instruments scientifiques, donc l'Europe a aussi fourni le lanceur, une fusée Ariane 5, et une équipe de 15 experts qui sont en permanence basés au centre d'opération du télescope qui est en fait situé à Baltimore aux États-Unis et qui seront là-bas jusqu'à toute la durée du projet, en fait, qui devrait durer peut-être jusqu'à 20 ans. Et alors, au sein de l'Europe maintenant, vous posiez la question sur la France. Voilà, donc, la France a joué un rôle de tout premier plan et tout d'abord, grâce à l'expertise unique de laboratoire et de notre industrie sur certains aspects de la réalisation et la conception de ces instruments scientifiques dont l'Europe avait la responsabilité. La France, par exemple, possède un savoir-faire unique dans l'utilisation d'un matériau qui répond au doux nom de carbure de silicium et qui est un matériau qui a été utilisé pour fabriquer les principaux éléments du spectrographe européen dont je vous ai parlé, ce spectrographe infrarouge. Oui. Et donc, voilà, donc il faut aussi réaliser que cet instrument, en fait, qui est une merveille de précision et d'optique, en fait, a dû survivre aux vibrations et au bruit intense de lancement de la fusée Ariane 5 pour, une fois dans l'espace, il a dû être refroidi à des températures plus faibles que moins de 130 degrés Celsius. C'est extrême comme température, donc large éventail de température, des vibrations, des sons, et donc tout cela en fait fait qu'il faut des matériaux très spéciaux, des matériaux qui sont très rigides et très stables, et c'est tout l'intérêt de ce capeur de silicium dont l'industrie française a la maîtrise. Et la France a aussi très fortement contribué au lancement même du télescope, qui, si vous l'avez suivi, peut-être pas, mais a été donc réalisé par la société française Ariane Espace, qui est une société française qui appartient au groupe Ariane Group, donc un groupe européen qui a construit, qui fabrique aussi produit la fusée Ariane 5. Et le lancement a été effectué depuis le port spatial de Kourou, en Guyane française, et donc sur qui beaucoup de gens avaient les yeux rivés donc, ce 25 décembre. Et en plus, donc, ce port spatial a ses activités qui sont coordonnées par le CNES, donc le Centre national d'études spatiales. Donc, vous voyez que la France et l'Europe ont été mises en avant dans la préparation et le lancement du projet. Maintenant, il y a aussi toute la partie de l'exploitation. Et là, après, donc, c'est près de 30 ans de développement sur lesquels de nombreux scientifiques ont travaillé donc pour construire ce télescope James Webb et le lancer, en fait, ce sera maintenant au tour des scientifiques de l'exploiter. En fait, c'est-à-dire, il y a en particulier de nombreux scientifiques dont les scientifiques du monde entier ont accès à ce télescope. Mais les scientifiques des pays membres de l'Agence spatiale européenne ont un accès particulièrement garanti en retour de la contribution de l'ESA donc, au projet. Et donc, pour vous donner une idée, en fait, garantie, et en fait, le retour est beaucoup plus grand que ce qui est garanti, en fait. Ce qui se passe que en pratique, hein, on a pu observer, parce que pour ce premier cycle d'observation, donc ce sont des cycles annuels d'observation qui sont programmés par le télescope, et donc le premier cycle devrait commencer cet été, donc à la fin de la mise en service, et pendant toute cette première cycle d'une année d'observation, un tiers de toutes les observations seront dirigées par des scientifiques qui sont basés dans les États membres de l'Agence spatiale européenne, donc, et dont la France, bien sûr, ce qui est énorme par rapport à l'échelle mondiale, ce que je veux dire. Et donc, on peut aussi souligner qu'en fait, sur toutes les opérations qui seront faites pendant cette première année d'observation, en fait, plus de 40% seront faites avec ce télescope avec ce spectrographe infrarouge européen dont je vous ai parlé et qui a été le plus demandé par les 4 instruments à bord en raison de ses capacités exceptionnelles. Donc l'Europe est vraiment en tête de pont donc, sur l'exploitation des télescopes et je pense que nous pouvons en être particulièrement fiers en fait. Oui, et alors, donc là, ça va être la première année.
Et est-ce qu'on a une idée du temps que ça va durer? Est-ce que c'est tant que le télescope sera fonctionnel, on continuera? Est-ce qu'on sait s'il est mortel, enfin, à quelle échéance, ou Oui. est-ce que, bon, on verra bien? Ah non, non, alors on sait, il est limité quelque part donc par la, par les l'usure électrique et électronique des mécanismes, mais surtout, la plus grande limite, c'est le carburant dont il a besoin, parce qu'il est dans un orbite, il est en orbite autour de ce point particulier de l'espace, mais c'est un équilibre qui n'est pas stable. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut corriger un petit peu la trajectoire de manière parce que s'il dévie de ce point, il dévie. Et donc, il s'éloigne et puis il part dans l'espace, en fait. Et donc, il faut de temps en temps ajuster, donner un petit coup de propulseur de manière à ce qu'il maintienne cette orbite. Et c'est ça la limite de son temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le temps minimum au départ prévu était de 5 ans, temps nominal, ce qu'on appelle de la mission, en espérant une durée de 10 ans. Mais en fait, il s'est passé une combinaison, d'abord que les ingénieurs ont réussi à réduire le mieux possible la taille, enfin, le poids du télescope, ce qui a permis de remplir le plus possible les réservoirs de ce liquide. Enfin, ce liquide, c'est pas tellement liquide, mais cette ergol, on appelle ça. Et ensuite, il s'est trouvé que le jour du lancement du télescope, la Lune était assez loin, donc on n'a pas eu besoin de faire des corrections autres, corrections minimes. Enfin, tout a joué en faveur du fait qu'on a pu économiser ce fuel. La trajectoire calculée par Ariane Espace a été parfaite, donc, était largement moins incertaine que ce qui avait été prévu. Et donc, en fait, il a les réservoirs pleins et donc on espère qu'il durera jusqu'à 20 ans. Oh, c'est très génial. Alors, bravo, Coco. Et puisqu'on est sur le site prospective.fr, une dernière question. Qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça sert pour l'avenir en général, pour l'avenir de l'humanité, de savoir quel est le lointain passé? Oui, alors ça, c'est une question très vaste, en fait, et la réponse, ça sera sans doute un peu subjectif. Hein. Ah oui, Subjectif, oui, oui. oui. Moi, oui. Soyez subjectif, s'il vous plaît. Donc, ce que je dirais d'abord, c'est que cette connaissance du lointain passé relève du besoin intrinsèque donc, de notre espèce humaine, en fait, d'explorer l'univers qui nous entoure, le monde autour de nous, pour mieux le comprendre et pour mieux comprendre les origines de cette planète Terre, de notre système solaire et de cette voie lactée qui l'abrite. Ce sont des questions fondamentales qui préoccupent l'humanité depuis des siècles et peut-être plus encore depuis la découverte au siècle dernier que notre univers n'est pas statique mais en expansion, ce qui fait qu'il a un passé et un futur. Et, et donc, l'observation astronomique, dans ce contexte, en abordant ces grandes questions sur l'origine de l'univers et sur la place que nous y occupons, donc, je pense, permet de nous unir en tant qu'humanité et en nous révélant tels que nous sommes, c'est-à-dire ensemble, voyageurs éphémères, à un moment particulier dans le temps, sur cette petite planète très spéciale, mais relativement minuscule dans l'immensité de l'espace. Et donc, cela, je pense, nous force à, à, à réfléchir sur notre avenir commun et donc à construire notre civilisation. Donc, en gros, un petit peu de la même manière dont Darwin et le darwinisme font partie de notre culture, je dirais que l'exploration du lointain passé, en fait, change la manière dont nous nous voyons, en fait. Hein. Et, Oui. car nous voulons mieux comprendre comment ces éléments chimiques de la vie, grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui, comment ils ont été formés dans la première génération d'étoiles après le Big Bang. Enfin, on a des idées, on a des prédictions, mais nous ne savons pas. Et en fait, d'une manière ou d'une autre, la façon dont ces premières étoiles ont commencé à former des éléments qui sont autres que l'hydrogène et l'hélium a dû influencer notre propre histoire ici. Si nous voulons en savoir plus, donc sur l'origine de nos atomes, et plus sur cette petite planète Terre qui est capable d'accueillir la vie, il nous faut savoir ce qui s'est passé au début. Et il y a aussi, bien sûr, on peut dire que de mieux connaître l'origine de ce qui s'est passé au début de l'univers nous permet aussi de mieux connaître ce qui se passera après. Mais alors là,
échelles de temps en jeu sont… Bon, on peut lancer des télescopes vers l'infini, mais on a du mal à avoir une connexion Zoom. Votre image s'était figée. Bon, mais on continue. Est-ce que Alors, vous avez eu le son? Ah oui. j'avais ni le son, je n'avais plus de son et votre image s'était figée un petit moment, la dernière Ah, phrase. d'accord. Donc, à quel point Pardon. vous étiez-vous arrêté? Bon, Non, non, on n'arrête pas, on continue. c'est ça, non, non. Et donc, du coup, ce qu'on voudrait savoir, donc, c'est… oui, ce que je disais, c'est que… Donc, on veut savoir plus sur l'origine pour expliquer, enfin, pour mieux comprendre nos atomes, notre petite planète, mais… et on dit aussi oui, de mieux connaître l'origine, ça nous permet de mieux comprendre les modèles d'univers, savoir ce qui s'est passé après. Mais là, les échelles de temps en jeu sont dizaines de milliards d'années, hein, donc ce sont des échelles démesurées par rapport à l'humanité. Et d'un point de vue plus terre à terre, peut-être, je dirais que le projet du télescope James Webb donc, a permis de montrer que ce besoin de quête des origines donc, qui nous anime en tant qu'être humain est bénéfique pour notre société dans le sens qu'il il stimule la collaboration internationale. Il nous permet de transcender ces frontières parce que nous avons besoin d'accomplir des énormes prouesses technologiques pour pouvoir assouvir ce besoin d'exploration de l'univers. En fait, l'envie d'explorer l'univers, c'est la plus grande source de l'ingéniosité humaine. Et je pense qu'on peut dire aussi peut-être un autre bénéfice un petit peu plus pratique hein, de cette exploration, c'est que les avancées technologiques qui sont réalisées dans ce contexte font ensuite souvent leur chemin aussi dans les objets de notre vie quotidienne. Mais donc ça, c'était l'application plus pratique, mais en définitive, je dirais peut-être que… J'espère que vous allez revenir. Oui, et oui, vous m'entendez là? Oui, ça y est, je vous entends de nouveau. Ah oui, à quel moment m'avez-vous perdu? Quand vous avez parlé des avancées technologiques qui servaient dans d'autres domaines que C'est ça, le spatial, l'exploration. exactement. Comme sans doute cette magnifique session Zoom que nous avons aujourd'hui a certainement des éléments qui nous viennent de C'est l'exploration dommage spatiale. parce que c'était passionnant. Et non, je Vous dirais, allez peut-être revenir. oui, je voudrais finir, oui, je voudrais juste sur un point qui pense qu'il… Là, j'ai l'image et je n'ai plus le son. Ah, est-ce que vous avez le son maintenant? Dites-moi quand vous Ça revenez. y est. Ça Alors y est. maintenant, je vous entends avec une image figée. Ah, Ah, maintenant, c'est bon. c'est bon, d'accord. Non, non, Oui. parce que voilà, je voudrais juste finir en mentionnant quelque chose qui me tient à cœur, ce qui est qu'en fait, je pense que peut-être la plus grande leçon que nous pouvons tirer, donc cette exploration de l'univers lointain, et donc, et je pense en définitive la réalisation que nous sommes coincés donc sur cette petite planète qui est minuscule dans l'immensité de l'espace. Hein, donc c'est une planète extraordinaire, c'est une planète merveilleuse où les éléments chimiques dont après une formidable épopée depuis le Big Bang ont réussi à faire la vie éclore. Mais et je pense que là, c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que en constatant cela, on peut être saisi donc de l'importance de faire tout ce que nous pouvons pour préserver cette petite planète et son écosystème. Et ça, je pense que c'est le plus important que nous pouvons apprendre pour le présent, pour l'avenir de l'humanité, en fait. Stéphane Charlot, vous nous avez fait partager votre enthousiasme. Merci beaucoup. Je n'ose pas dire merci infiniment. Oui. Et puis, nous allons guetter les prochaines nouvelles de l'enfance de l'univers à travers les journaux, les magazines, les émissions, Oui, pendant 20 ans, au moins, j'espère. j'espère aussi, Merci. oui. Merci beaucoup, Hélène Brown, merci beaucoup.